Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence sur le design inspiré de la biodiversité marine. Dans le cadre de nos conférences du Design Spot, nous sommes ici aujourd'hui au Lumen. On accueille un public qui est présent et vous qui êtes en ligne. Alors n'hésitez pas à poser des questions sur le chat et puis pour notre auditoire, pour poser des questions plus en direct. Cette conférence sur cette thématique de la biodiversité marine et surtout le biomimétisme, puisque c'est la spécialité de Gillian, qui est designer. Donc nous, on voulait vraiment réinviter Gillian, parce qu'on l'avait déjà invité dans une précédente conférence, parce que ce sont des sujets sur lesquels nous souhaitons travailler au sein du Design Spot. On a d'ailleurs un projet en cours avec Gillian donc sur le biomimétisme et la production d'énergie. C'est un sujet sur lequel on collabore en ce moment et on a l'ambition de créer une exposition au premier semestre 2026. Donc ce matin, on avait encore une réunion à propos de ce sujet-là. Donc je vais laisser parler Gillian pour vous présenter justement tout son travail autour de la marine bio-inspiration, comme tu le mets dans ton titre. Et puis n'hésitez pas à poser des questions. Donc Gillian, bienvenue. Merci, bonjour Johan. à toi, bonjour à tous. Et puis je te laisse parler pour présenter le sujet qui te tient à cœur. Super, merci beaucoup Johan, merci au Design Spot pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. On va parler de design comme Johan l'a indiqué, on va parler de bio-inspiration marine, mais avant tout on va parler de biomimétisme, donc voir un petit peu, découvrir cette approche. On va parler un peu de sémantique pour essayer de la définir. On fera un petit quiz ensemble aussi avec quelques exemples de bio-inspiration marine, donc on va voir si vous arrivez à trouver les espèces inspirantes et les innovations qu'elles ont inspirées. Et je vous parlerai un petit peu après de projets que l'on a pu mener et comment aussi ça peut se traduire dans l'enseignement, notamment à l'ENSI les ateliers, où j'ai la chance d'être responsable d'un master en design et bio-inspiration pour former des chefs de projet, des experts en transition. Donc j'aime bien commencer par une petite devinette, et là vous avez la chance d'être présent, donc je vais vous passer en fait un objet. Christiane, tu ne dis rien, je pense que tu sais ce que c'est. Est-ce que vous sauriez me dire ce que vous avez entre les mains là? Est-ce que vous sauriez le décrire déjà un petit peu, en termes de forme, de structure? C'est un tube. Peut-être avec tu veux le micro? Oui. C'est un tube, une sorte de cône fermé en 3D. Ouais. C'est très délicat. C'est léger? Ouais, c'est très léger. Très léger, oui. On dirait de la dentelle, mais solide. Ouais. Le matériau, qu'est-ce que ça peut être? Peut-être du calcaire, je sais pas. Je sais pas ce que ça pourrait être. Ok, quelqu'un d'autre a une idée? De l'os. Oui. Peut-être que je me trompe, mais je crois que le nom, c'est une plectelle. Oui. C'est ça? Et le matériau, je dirais du verre. Oui, c'est de la silice. C'est ça? Exactement. Donc c'est ce que vous tenez dans les mains là, c'est le squelette d'une éponge de mer qui s'appelle Euplectella aspergillum. Et donc elle est assez particulière, souvent on en trouve plusieurs accrochés justement à un même endroit. Et donc c'est une structure qui compose l'organisme. Donc là on n'a que le squelette, on n'a pas la partie organique qui vient autour de la structure. Et ce qui est extrêmement intéressant quand on la regarde, c'est de voir qu'en fait elle respecte tout un tas de principes dont on peut s'inspirer quand on est designer. Et moi c'est d'abord ce qui m'intéresse dans la démarche de bio-inspiration, de biomimétisme, c'est de me dire que les objets qui sont fabriqués par le vivant, comme celui-ci, sont fabriqués à partir de ressources locales. Donc la silice, elle a été captée localement par l'organisme pour pouvoir être transformée dans la synthèse de son squelette. Donc déjà, il y a une leçon à tirer de tout ça. C'est fabriqué à partir d'une chimie qui est basée sur de l'eau, c'est fabriqué à partir de constituants bénins, c'est entièrement biocompatible, adaptable à l'environnement. Vous voyez que la forme elle est un petit peu particulière, donc la forme elle diffère à chaque fois selon les courants par exemple que va rencontrer l'organisme dans l'océan. Donc la structure elle est vraiment adaptée sur le plan mécanique pour résister justement à toutes les contraintes environnementales. Une autre chose qui est extrêmement intéressante aussi, c'est que si je vous demande en fait à quelle température cette structure en verre est produite, qu'est-ce que vous pourriez me répondre? Est-ce que vous avez une idée? Sachant qu'un verre technique, il faudrait compter autour de 1400-1500 degrés. Là, je vous pose une colle. Est-ce que le vivant arrive déjà à monter à cette température-là?
on est sur une fabrication à 12 degrés. Donc, est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'importance finalement de regarder les formes, les structures, les processus qui sont inhérents au vivant pour voir comment est-ce que typiquement on arrive à créer des choses aussi complexes que ça dans des conditions de température ambiante aussi. Donc ça nous permettrait de limiter en fait énormément la consommation énergétique. Et donc moi c'est ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire que je vais regarder ces organismes-là, essayer de voir en fait quels sont les principes qui sont inspirés du vivant pour en faire des principes de conception. Donc l'idée, c'est de dire que demain, dans les objets que l'on va imaginer, eh bien, on va essayer de coller au maximum à ce cahier des charges du vivant, c'est-à-dire que l'on va essayer de faire en sorte que les objets que l'on va inventer vont être fabriqués à partir de ressources locales, dans des conditions de température et dans des conditions de pression ambiante, vont être adaptables, évolutifs, selon les usages, selon les milieux, etc. Et bien évidemment recyclables. Donc ça, c'est vraiment la première leçon du biomimétisme, c'est regarder comment les choses sont faites pour essayer de s'en inspirer au maximum. Et vous comprenez forcément, pour réduire en fait l'impact des activités humaines sur l'environnement. Ça va? C'est-à-dire que avec cette espèce, cet être vivant, du coup, utilise le sable, c'est ça C'est la silice qui est présente dans l'eau, qui va être captée par l'organisme, qui va en faire la synthèse en fait de ce squelette de manière tridimensionnelle. C'est des microparticules qui sont présentes. Voilà, c'est ça. Et donc, ils vont être rassemblés avec une sorte de cheveux, comme ça, des sortes de fibres qui vont s'assembler les unes aux autres pour créer une structure rigide qui va lui permettre de se structurer dans l'eau, de résister justement mécaniquement au courant, mais aussi de faire venir des particules pour pouvoir se nourrir, s'alimenter, par exemple, à l'intérieur. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça. Pour la petite histoire, vous avez peut-être vu qu'il y a des bouts de carapace. Donc, en général, il y a 2 crevettes qui viennent se mettre, un couple qui vient se mettre dans la structure avant qu'elles grandissent et que les crevettes puissent grandir à l'intérieur et se retrouvent piégées. Et c'est un cadeau de mariage au Japon. Donc le message n'est pas forcément terrible en se disant qu'on est enfermé dans une prison finalement. Mais c'est assez poétique. Donc le biomimétisme, vous l'avez compris, intègre des enjeux environnementaux. Tu as une question? Oui. Je voulais savoir, dans la vraie vie, du coup, est-ce que, vu que c'est dans l'eau, si j'ai bien compris, oui. Est-ce que la structure, elle est créée dans le froid? Est-ce que c'est pas possible de le faire aussi dans la vraie vie? Parce que vous disiez que c'était construit à 12 degrés. Est-ce que, je sais pas, on peut imaginer à très basse température Et oui, il y a énormément de recherches qui sont menées sur la fabrication de verre dans l'eau. Et donc, il y a les travaux du professeur Jacques Livage, alors qui est depuis, je pense qu'il est retraité, mais il y a tout un laboratoire au Collège de France qui est spécialisé sur ces sujets. Et ils font des matériaux. Alors, pour l'instant, c'est pas encore, je crois, disponible à l'échelle industrielle, c'est au stade de recherche, mais ils sont capables de faire pousser des matériaux en verre dans de l'eau à température et à pression ambiante. Donc demain, peut-être que toutes les surfaces vitrées qui nous entourent pourraient être fabriquées justement sans monter à des très hautes températures. C'est une des possibilités. C'est l'échelle de temps qui varie, j'imagine. Alors, oui, forcément. Là, en fait, ça se passe pendant la croissance de l'organisme. Ça prend du temps. Le vivant, quand il fait les choses, il va dépenser peu d'énergie. Il va optimiser la structure pour utiliser le moins de matière possible, parce qu'il faut aller la chercher, il faut la transformer, donc c'est énergivore. Là, vous voyez que vous l'avez porté, c'est super léger, la structure elle est hyper optimisée. Et donc, le vivant, en fait, c'est ça, c'est une optimisation de l'utilisation de la matière pour créer des structures qui vont répondre à une fonction donnée. Et donc, effectivement, on va dépenser moins d'énergie pour le faire, mais ça va prendre plus de temps parce que ça va être plus long à fabriquer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, toute cette complexité, elle est intégrée dans le code génétique des organismes qui ont en fait le mode d'emploi pour fabriquer ces structures complexes. Et quand on voit comment nous, on fabrique les choses, on utilise très peu d'informations, on dépense beaucoup d'énergie et beaucoup de matière parce qu'on ne sait pas optimiser les choses, alors que le vivant, c'est l'inverse. En fait, c'est énormément d'informations pour optimiser la structure et l'utilisation de la matière. Donc on est sur 2 paradigmes de conception, on va dire, très différents. Et ça, en fait, s'inspirer de cette manière de faire, quelque part, est aussi hyper bénéfique parce que ça nous permet justement de réduire l'empreinte environnementale des activités industrielles notamment. Donc c'est vraiment ça le biomimétisme, c'est s'inspirer du vivant pour concevoir des innovations durables. Donc lorsque l'on cherche à s'inspirer du vivant pour concevoir des innovations, déjà s'inspirer du vivant, c'est le grand chapeau que l'on nomme la bio-inspiration, on l'a toujours fait.
Ça a toujours existé et ça se traduit dans plein de secteurs différents. Lorsque l'on cherche à s'inspirer du vivant pour concevoir des innovations au travers justement une approche interdisciplinaire qui mêle design et biologie, par exemple, on est dans ce qu'on appelle de la biomimétique. Et lorsque l'on cherche à s'inspirer du vivant pour concevoir des innovations plus durables, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme, qui est une philosophie qui consiste à prendre le vivant comme modèle. Et on le verra ensemble à quelles échelles, donc ça c'est aussi important. Et Emmanuel Delannoy dit d'ailleurs que voilà, c'est s'inspirer, c'est travailler par, pour et avec le vivant. Par, c'est le chemin que l'on va suivre, la méthodologie. Pour, c'est la finalité. C'est finalement, on va s'inspirer du vivant pour réconcilier les activités humaines avec l'environnement dans lequel elles s'inscrivent. Et avec, parce qu'on peut aussi travailler sur des solutions fondées sur le vivant, fondées sur la nature, et on pourra en rediscuter aussi tout à l'heure. Ça va jusqu'ici pour la distinction ? Oui ? Super. Donc aujourd'hui, le vivant, on le voit, on l'a vu avec une espèce, elle peut nous inspirer déjà des choses super chouettes. Pour les bâtiments de demain, au niveau de la structure, pour les fabrications du verre, etc. Donc une espèce peut nous inspirer déjà de nombreuses innovations dans différents secteurs d'activité. On dit qu'il y aurait entre 8 et 20 millions d'espèces qui peupleraient la Terre aujourd'hui. Certains parlent de 100 millions d'espèces, si on prend en compte tous les micro-organismes, et c'est sans compter les espèces qui ont aujourd'hui disparu. Vous connaissez la paléontologie ? Oui, qui nous permet d'avoir un regard justement sur le vivant passé au travers de l'étude de fossiles. Eh bien, si on prenait justement le vivant de son apparition jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on aurait un nombre d'espèces qui se compte en centaines de millions, j'espère ne pas dire de bêtises, mais c'est assez énorme. Et donc, toutes ces espèces-là, finalement, peuvent nous apprendre de nouvelles manières de gérer l'énergie, de gérer la question des matériaux, de communiquer différemment, de gérer nos ressources en eau, par exemple. Et le problème, c'est que, eh bien, ça c'est ce qu'on connaît à peu près, non, c'est ce qu'on estime exister sur la Terre, et on connaît très peu de choses du vivant. On connaît seulement 2 millions d'espèces qui sont aujourd'hui connues et décrites, sur 8 à 20, voire 100 millions d'espèces. C'est pas grand-chose, mais ça reste malgré tout une source d'inspiration qui est monstrueusement grande pour un designer. Donc si demain, on se retrouve face à des problématiques que l'on cherche à résoudre, eh bien, on va aller regarder dans ces 2 millions d'espèces connues et décrites pour essayer justement de craquer ces problématiques et de pouvoir développer des innovations qui répondent aux problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant parce que chacune des espèces, on peut la regarder à différentes échelles. Donc j'ai fait ce schéma pour vous montrer que le biomimétisme, c'est un voyage au travers les échelles, une approche qui est multiscalaire. Ça, c'est vraiment le premier message que j'aimerais vous faire passer. On va pouvoir regarder le vivant à l'échelle des molécules, par exemple, ou des structures. On peut regarder le fonctionnement d'un organe. On peut regarder le fonctionnement d'un organisme, dans son comportement, par exemple. On peut regarder des interactions qui vont se passer au sein d'une même communauté d'espèces, voilà, ou au sein d'un écosystème entre différentes communautés d'espèces pour voir comment les espèces vont interagir entre elles pour pouvoir gérer une ressource, par exemple, et voire même chercher à observer le fonctionnement de la biosphère, plus largement pour en tirer des principes qui vont nourrir notre travail de conception. Et donc, si l'on s'inspire du vivant de l'échelle nano à l'échelle macro en passant par l'échelle écosystémique, ça nous permet aussi de développer des solutions qui elles-mêmes vont s'incarner à différentes échelles. Ça va nous permettre d'imaginer de nouveaux matériaux, des nouvelles formes de produits et de services, repenser la façon dont on pense l'habitat, par exemple, en regardant le fonctionnement d'un écosystème donné. Ça va nous permettre d'imaginer différemment le fonctionnement des quartiers, des villes, des territoires, voire même des façons de repenser nos formes d'organisation. Donc ça, c'est assez stimulant parce que moi, je suis designer industriel de formation. J'ai été formé à concevoir des produits et des services. Mais depuis que je peux m'inspirer du vivant à toutes ces échelles, eh bien, mon scope, on va dire, d'intervention s'est aussi élargi. Et maintenant, je peux travailler de l'échelle des matériaux à l'échelle des formes d'organisation, en passant, bien évidemment, par celle des produits et des services, qui est celle d'où je viens à l'origine. Donc, vous voyez que c'est une approche qui est quand même extrêmement riche, mais qui pose tout un tas de questions, parce que, eh bien, lorsqu'on va devoir s'inspirer du vivant pour concevoir des innovations durables, eh bien, il va falloir travailler avec les disciplines qui connaissent, on va dire, ces champs disciplinaires. Il va falloir travailler avec des microbiologistes pour regarder par exemple le tout petit. Il va falloir travailler avec des biologistes qui vont nous apprendre comment fonctionnent certaines espèces, certains organes. On va travailler avec des éthologues pour essayer de comprendre les comportements
au sein du vivant, voire travailler avec des écologues qui vont nous traduire la manière dont fonctionnent certains écosystèmes pour inspirer les ingénieurs, les designers, les architectes, les urbanistes, ou encore les gens qui gèrent en fait, ou pensent les formes d'organisation. C'est des champs d'intervention très larges. C'est des champs d'intervention extrêmement larges et ça veut dire effectivement que c'est une approche qui est complètement multidisciplinaire et interdisciplinaire parce qu'on va devoir travailler à l'interface entre ces différentes disciplines parce qu'il ne peut pas y avoir de bio-inspiration, de biomimétique ou de biomimétisme sans les chercheurs qui sont spécialisés de la connaissance du vivant ou alors sans les concepteurs qui vont la traduire en des innovations pour la société. Ça va jusqu'ici? Oui? Donc, comme on le disait, c'est une approche qui est vraiment interdisciplinaire entre les sciences, le design, l'ingénierie et on la travaille aussi avec le business parce qu'on a besoin d'avoir un cadre aussi économique au projet que l'on peut développer. Mais ça pose énormément de questions parce que eh bien, on ne va pas pouvoir pratiquer le design de la même manière quand on travaille avec des chercheurs parce qu'on n'a pas la même culture de projet, on n'a pas le même langage, on n'a pas les mêmes temporalités de projet. Parfois, un projet industriel sur lequel on peut travailler, ça peut être 6 mois de conception et 2 à 3 ans de mise sur le marché, alors qu'un projet de recherche peut s'étaler sur des temps extrêmement longs. On ne va pas livrer les mêmes choses non plus, forcément. Nous, on livre des prototypes, par exemple, alors que les chercheurs peuvent traduire en tout cas leurs recherches sur des papiers scientifiques qui vont être le livrable qui va être généré. Et donc, il va falloir que l'on crée un lieu à l'interface entre toutes ces disciplines qui intègrent les différentes cultures de projet pour faciliter leur collaboration. Et je pense que c'est tout l'intérêt d'un lieu comme le Design Spot aussi, c'est d'avoir justement, d'amener culture et outils du design sur le terrain des sciences et pour pouvoir phosphorer et proposer des innovations. Donc moi, c'est ce que je fais du coup au quotidien dans mes activités qui sont structurées autour de 3 piliers. Donc la recherche, parce que, on l'a compris, pour travailler à l'interface entre ces disciplines, il va falloir produire des nouvelles méthodologies, il va falloir produire des nouveaux outils également. On va devoir aussi faire face des fois à des vides en termes de connaissances sur le vivant, donc travailler potentiellement avec des chercheurs sur la description de certains modèles. Donc ça, c'est ce qui est fait dans la partie recherche, qu'on va ensuite appliquer dans la partie innovation. Et donc là, on va travailler souvent avec des grands centres de recherche ou des groupes industriels pour pouvoir, en s'inspirant du vivant, développer des innovations dans leur secteur. Et on va aussi chercher, bien évidemment, à partager cette expertise-là dans la partie éducation avec un grand public, un public industriel ou un public scientifique aussi. Et on en parlera aussi à la fin de la présentation tout à l'heure, mais voilà, l'important justement d'apprendre ces approches complexes dès l'enseignement, c'est quelque chose qui est aussi assez important et en même temps stimulant pour les étudiants d'apprendre à faire un peu différemment. Donc ça, la partie éducation représente à peu près un quart de mon temps de travail, parce que j'ai la chance d'enseigner à l'ENSI les ateliers et d'être responsable justement d'un master dont on parlera à la fin. Jusqu'ici, tout va bien? Pas de questions? Ok. Alors maintenant, concrètement, comment ça marche? Pour pouvoir développer des innovations bio-inspirées, on va suivre un cheminement de pensée, une méthodologie que l'on va pouvoir aujourd'hui déployer dans différents secteurs. Alors là, c'est juste pour l'illustrer, mais en général, on va chercher à décortiquer une problématique. Cette problématique, on va la travailler, on va générer un cahier des charges de la solution idéale et on va voir comment chacune des fonctions clés que l'on recherche est remplie dans le vivant. Donc, je vais détailler après chacun des outils que l'on utilise pour vous partager un petit peu la méthodologie. Et une fois que l'on est en train d'explorer le vivant, on va identifier ce qu'on appelle des modèles biologiques inspirants, donc des espèces qui ont développé des stratégies qui vont nous inspirer justement des réponses aux fonctions que l'on cherche et qui vont nous permettre après de générer des idées bio-inspirées que l'on va après petit à petit développer sous la forme de matériaux, produits, services, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'on peut partir de 2 manières différentes dans le projet. Donc soit on part en fait d'une approche qui est liée à la résolution de problèmes. Typiquement, je suis un acteur du bâtiment, je cherche à faire en sorte que mon bâtiment puisse participer à la séquestration du carbone qui est présent dans l'air par exemple. Eh bien ça peut être une façon de rentrer dans le problème en disant eh bien je vais chercher dans le vivant pour voir comment est-ce qu'il a développé des solutions qui vont m'intéresser pour pouvoir capturer, voire séquestrer. Alors, je reprends, donc, on peut partir d'un problème à résoudre
Et on va voir comment la nature a fait pour y répondre, et ça va nourrir justement notre réflexion en tant que concepteur ou industriel. Ça, c'est l'approche un peu classique. Donc, en résolution de problèmes, c'est ce qu'on fait, on va dire, à 90% du temps. Mais on peut aussi partir d'une approche qui est basée sur la solution directement, ce qu'on appelle l'approche biology push. Donc, typiquement, à force de travailler avec des chercheurs, à force d'observer le vivant, vous allez tomber sur des espèces complètement dingues qui ont développé des stratégies assez incroyables et qui vont vous inspirer plein de choses. Donc, vous allez partir du modèle et ensuite vous allez voir à quel problème ça peut répondre pour développer une solution face à ça. Donc, vous pouvez rentrer par les deux, sachant que ici, c'est beaucoup plus difficile d'y rentrer parce qu'en fait, il va falloir trouver le problème auquel vous allez répondre avec la solution. Et mine de rien, c'est pas si intuitif que ça, et pour les designers, on est plutôt, c'est plutôt déstabilisant parce qu'on est plutôt habitué à fonctionner en résolution de problèmes. Donc les problèmes que l'on rencontre justement, c'est que eh bien, quand on est designer et qu'on va être par exemple en phase de résolution de problèmes, on va devoir naviguer dans cette 2 millions d'espèces connues et décrites, vous êtes d'accord? Comment est-ce qu'on peut faire pour ça? Surtout quand un designer n'a pas forcément une culture scientifique, encore moins liée aux sciences du vivant, c'est difficile. C'est extrêmement difficile et pour ça, en fait, on a besoin de structurer la donnée biologique autour des enjeux de conception. Et par exemple, on va utiliser des taxonomies. Celle-ci, c'est une représentation de la taxonomie biomimétique qui a été faite par le Biomimicry Institute aux États-Unis, qui consiste à mettre les stratégies développées par le vivant dans des boîtes, et chaque boîte répond à une fonction, par exemple. Et ça nous permet justement de naviguer après, de manière logique, dans la taxonomie biomimétique pour réduire le scope de l'inspiration, passer par exemple de 2 millions d'espèces connues et décrites à seulement quelques centaines, par exemple. Donc typiquement, allez, je suis maintenant un industriel de l'eau. Je cherche à... je me dis, aujourd'hui, il y a des problématiques autour de l'accès à l'eau. On le sait que l'eau est une ressource qui devient de plus en plus rare. Il y a plein d'organismes qui ont développé des stratégies assez incroyables pour capter l'eau qui est présente dans l'air, par exemple. On pourrait très bien imaginer que demain, nos bâtiments pourraient revêtir des nouveaux matériaux inspirés du vivant qui permettraient justement de la capter pour la redistribuer directement dans les bâtiments pour nos usages. C'est une possibilité. Donc on pourrait très bien aller rentrer en fait dans le premier bloc que l'on voit ici, qui est autour de la question de l'absorption, du stockage et de la distribution des ressources. On va chercher par exemple à capturer une ressource, donc la ressource en eau. Et donc là, on peut voir que toutes les espèces qui, alors là c'est en tout petit pour vous, mais toutes les espèces qui ont développé des stratégies singulières pour pouvoir capturer des liquides. Et là, vous passez de ces millions d'espèces connues et décrites à seulement quelques centaines que vous allez pouvoir regarder. Donc c'est une première manière de naviguer dans le vivant, quand on n'est pas biologiste, de pouvoir resserrer un petit peu le scope de votre recherche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une taxonomie biomimétique, et ce qui permet, après, justement, d'accéder à des bases de données qui présentent tout un tas de modèles biologiques inspirants qui vont nous inspirer la conception de l'innovation plus soutenable. Alors pour ça, quand j'ai commencé à explorer l'inspiration du vivant pour le design, oui. Oui, j'ai une question par rapport à cette taxonomie biomimétique. Elle est quand même faite en fonction de problématiques qu'on se pose déjà. Et pas forcément... Une espèce peut avoir une caractéristique intéressante qu'on n'a pas encore jugé bon d'identifier parce que ça ne fait pas référence à une problématique qui nous soucie. Alors pour l'instant, c'est des fonctions qui sont intéressantes en vue d'application. Par exemple, dans cette taxonomie, on va tomber pour la captation de liquide, on va tomber par exemple sur le scarabée de Namibie qui a en fait sur sa carapace une structure en fait un peu particulière qui va lui permettre, en levant l'abdomen, de venir capter en fait l'eau de la rosée pour la faire directement couler jusqu'à sa bouche. Et ce qui va être en fait dans ces différentes boîtes, c'est la description de ces différents mécanismes ou de ces différentes stratégies pour répondre justement à la fonction recherchée. Donc il y a une approche très fonctionnelle du problème, mais bien sûr, après on peut en sortir pour pouvoir aller voir toutes les descriptions de certains organismes, et des fois, pour l'instant, il n'y a pas encore d'idée de fonction que ça pourrait remplir.
ou des choses qui ne sont pas encore décrites. Mais une fois que les mécanismes ou les stratégies sont décrites, elles peuvent rejoindre là, justement les bases de données et qu'on va pouvoir accéder grâce à ce fonctionnement taxonomique. Je ne sais pas si je suis très clair, ça va? Oui. Ok. Oui. J'avais une autre question aussi, c'était par rapport, est-ce que ça prend en compte aussi l'environnement, par exemple, de la problématique prix? Parce que je sais que souvent, enfin, moi, par exemple, à mon échelle étudiante, j'aime bien regarder, par exemple, dans quel environnement s'inscrit mon problème, pour ensuite regarder les animaux ou les micro-organismes qui vivent dans cet environnement. C'est une très bonne remarque, parce qu'effectivement, au sein de ces différentes boîtes, après, il y a plein de manières. On a toujours, en fait, après, des centaines de modèles inspirants. Donc, ça reste, en fait, énorme, parce qu'il va falloir sélectionner les meilleurs modèles. Et souvent, on va regarder des modèles qui sont proches en termes de milieu de la problématique qui est posée. Par exemple, si je travaille sur des questions de biofouling, vous voyez ce que c'est le biofouling? C'est en fait la colonisation de certaines surfaces par des organismes de différentes tailles, aussi bien des micro-organismes que des organismes plus gros. Donc les bateaux, par exemple, les coques se font coloniser par tout un tas d'organismes et donc ça va ralentir après leur mobilité dans l'eau. Et donc l'idée, ça c'est des problématiques sur lesquelles on a travaillé, sur lesquelles on connaît des gens qui travaillent dessus. Donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour éviter la colonisation de certaines surfaces par un ensemble d'organismes. Et donc là, comme on est en milieu aquatique, par exemple pour les coques de bateau, l'idée ça va être de trouver des solutions qui fonctionnent dans l'eau, par exemple déjà. Donc en fonctionnement par analogie, notamment au milieu, ça nous permet de réduire encore le scope d'inspiration pour essayer de trouver les modèles les plus pertinents par rapport justement aux problèmes que l'on rencontre et au contexte justement de l'application. Et donc c'est une excellente remarque. Et après ça nous permet effectivement de réduire, après on a plein de manières de faire, dont celle-ci. Oui. C'était juste par rapport aux bases de données. Je voulais savoir si elles étaient alimentées par les biologistes directement ou si c'était des designers qui devaient faire des veillées et chercher des informations. Eh ben, c'est une super remarque parce qu'en fait, là, tu viens de me tendre une perche pour la slide suivante. Donc, en général, la donnée, elle est produite par des biologistes et pour des biologistes. Donc, c'est très difficile pour des designers d'aller, d'une part, la chercher. Moi, dans mes étudiants, il y en a beaucoup qui ne savent pas où est-ce qu'on va déjà chercher des papiers scientifiques et ensuite comment les lire. La donnée, en général, donc là, elle est structurée par et pour des biologistes, mais dans une logique de biomimétisme, on a besoin de changer la manière dont la donnée soit va être produite, soit va être représentée pour pouvoir être appréhendée par des concepteurs qui n'ont pas cette culture-là. Donc il y a un vrai enjeu de structure de la donnée et de langage. Et nous, c'est ce qui a motivé justement un projet qu'on a appelé OkGaia, qui est ce qu'on appelle un outil de fouille de la donnée biologique, donc qui va permettre à des concepteurs d'aller explorer la littérature scientifique pour trouver les bons modèles biologiques qui vont inspirer leur conception. Et donc ça se passe par... Alors c'est sur un VPS, c'est sur un serveur privé, mais je vais vous montrer deux exemples qui sont ouverts juste après. Et donc l'idée, c'est de dire que on a une sorte de Google, c'est une sorte de Google du vivant, dans lequel vous allez dire, tiens, je travaille sur tel type de projet, à telle échelle, je rencontre tel type de problématique, dis-moi quelles sont les espèces qui ont développé des stratégies qui vont m'apprendre de nouvelles manières justement de répondre à la problématique recherchée dans le contexte dans lequel je travaille. Et donc grâce à beaucoup d'intelligence artificielle, on a pu développer les premières briques. Il y a forcément toujours des choses à développer, ça dure des années le développement de ces softs-là, mais un outil qui nous permet justement d'aller explorer la littérature scientifique pour pouvoir ramener l'information au concepteur et derrière, en fait, on la traduit en termes graphiques. Là, il y a une traduction aussi du langage. On ramène aussi tout un tas d'autres éléments, des vidéos, etc. pour aider justement des gens qui ne sont pas des chercheurs à comprendre des descriptions complexes de certains mécanismes dans le vivant pour mieux s'en inspirer derrière. Donc ça, c'est super important. Et c'est ce qui a aussi motivé le démarrage de deux projets qui sont vraiment très chouettes. Donc, alors, historiquement, vous avez déjà eu une sorte de premier outil comme ça qui s'appelle Ask Nature, que vous pouvez aller voir sur Internet. Je crois que c'est .org à la fin,
qui est une base de données de modèles biologiques inspirants dans lesquels vous pouvez naviguer au travers de la taxonomie que je vous ai montrée juste avant. Donc vous, avez voilà, vous allez dérouler un petit peu les fonctions recherchées, ça va vous dire, bah tiens, il y a 56 espèces qui ont développé telle et telle stratégie pour répondre aux problèmes que tu rencontres. C'est très bien pour démarrer, puisque c'est très bien vulgarisé. Et par contre, on est limité. On a 2400 entrées, donc sur 2 millions d'espèces connues et décrites, c'est quand même vachement limité. Nous, avec OKGaia, ça nous permet d'explorer la littérature scientifique, donc on a moins cette limitation dans les modèles. À côté, le Muséum national d'histoire naturelle et le CEBIOS, qui est le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme, dont on a la chance de pouvoir être membre fondateur, ont développé, grâce à un projet, alors pour le CEBIOS, c'est un programme qui s'appelle Biomig. Donc c'est une plateforme de caractérisation et de prototypage de matériaux bioinspirés qui rassemble un ensemble d'acteurs, dont ma société, mais aussi le Muséum d'histoire naturelle, qui est, avant d'être un musée, est d'abord un centre de recherche en charge de l'observation, mais aussi de la préservation de la biodiversité. Donc il y a une mission en fait, absolument essentielle aujourd'hui au travers du muséum. On travaille beaucoup avec eux. Et donc, dans ce consortium, il y a aussi des industriels comme voilà, des acteurs de la cosmétique, de l'énergie, des laboratoires, des universités. Donc c'est devenu en fait, un programme de plus en plus important. Et donc, pour faire cette caractérisation et le prototypage de matériaux bioinspirés, il y a eu un développement d'outils qui permet justement de faire cette fouille de la donnée biologique via un outil qui s'appelle Biomig Search. Alors aujourd'hui, il est en ligne, mais je ne suis pas certain qu'on puisse y accéder sans login. Donc vous verrez, mais en tout cas, il est prévu que ce soit ouvert au public à un moment donné. Et un outil qui s'appelle BioInspire Explore, qui est né de l'initiative du BioInspire Museum, du Muséum national d'histoire naturelle, qui est la partie du muséum qui est en charge de faire la passerelle entre les recherches menées par les scientifiques au muséum et le monde de la création et de la conception, donc des artistes, des ingénieurs, des designers, des architectes, etc. Et donc aujourd'hui, BioInspire Museum travaille aussi sur des outils qui vont permettre d'aller explorer notamment toutes les espèces qui sont conservées au sein du Muséum d'histoire naturelle pour inspirer justement les concepteurs. Et donc, BioInspire Explore a vocation à venir justement montrer des espèces inspirantes qui ont développé voilà, des stratégies et des mécanismes particuliers qui vont nous permettre de répondre à des problèmes que l'on cherche à résoudre. Donc, Biomig Search, BioInspire Explore et Ask Nature de manière vachement plus généraliste, on va dire. Ça va? D'autres questions? Non? Ok. Donc, vous voyez et vous comprenez que cette approche de bioinspiration ou de biomimétisme est une approche qui finalement est assez transverse dans le sens où elle va nous permettre d'aller répondre ou résoudre des problèmes sur tout un tas de secteurs. Et nous, c'est ce qui nous permet de travailler sur plein de thématiques différentes qui vont du futur de la mobilité au futur de l'hygiène et de la beauté, par exemple, jusqu'à penser le futur du sport, de l'énergie, de l'habitat. Donc ça, c'est des choses que l'on fait via cette approche-là et au travers des travaux menés avec soit des centres de recherche, soit des grands groupes industriels. Donc, de manière un peu plus pratique, puis là, on va commencer doucement à se diriger vers l'univers marin, qui était le thème de la proposition d'aujourd'hui. Donc, comment ça marche? Donc, en général, dans un projet, eh bien, on va travailler avec des chercheurs, on va travailler avec les outils que je vous ai montrés tout à l'heure, OKGaia et entre autres, ce qui va nous permettre d'identifier un ensemble de modèles. Donc là, ce que l'on voit, c'est un travail que l'on a pu faire sur les requins. Donc les requins, est-ce que vous sauriez me dire à peu près combien d'espèces il y a, selon vous? Est-ce que vous auriez un peu un ordre de grandeur? 200? C'est un peu plus? C'est moins? C'est moins? C'est un tout petit peu plus? Non, c'est 529. Alors, à date, c'était 529 espèces. Il y en a certainement des nouvelles depuis. Mais effectivement, on connaît le requin bleu, le requin blanc, le tigre, le bulldog. Voilà, on en connaît, je pense, une dizaine à peu près, quand je dis le grand public. Mais il y en a 529. C'est énorme. C'est énorme. Et elles sont en fait extrêmement inspirantes, parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être que je peux vous en parler de quelques-unes, mais ce que l'on voit, celui que l'on voit ici, qui est le requin zèbre. Donc lui,
lorsqu'il est au stade juvénile, il est une proie hein, pour d'autres requins. On est d'accord? Il n'a pas encore sa taille adulte, il va être facile à attaquer et à prédater. Donc la stratégie qui est utilisée, qui est mise en œuvre en tout cas chez ce requin-là pour éviter la prédation, c'est de se faire passer pour un serpent venimeux. Vous les voyez tous, j'imagine, ces serpents noirs et blancs comme ça que l'on voit dans l'eau en général, qui sont très très dangereux. Eh bien, il va y avoir un mimétisme qui va se faire. Donc le requin zèbre va arborer le motif et les couleurs présentes chez ce serpent pour éviter en fait d'attirer des prédateurs. Et une fois qu'il sera plus grand, c'est lui qui va devenir le prédateur, il n'aura plus besoin de ce camouflage-là. Et donc les stries vont se transformer pour devenir des points. C'est assez dingue. On est sur quelque chose en plus d'évolutif, de dynamique. Donc ça, c'est une chose. Je peux vous parler aussi peut-être de celui-ci, qui est le requin lanterne ninja. Il a un nom assez chouette. C'est un petit requin, il fait à peu près cette taille-là. Il est tout noir, mais il est capable de faire de la bioluminescence. Il produit de la lumière. Il a 3 manières de le faire. Donc d'abord, en fait, il a une sorte de pic pour éviter de se faire attaquer par des prédateurs plus gros. Donc il a un pic au niveau de la dorsale qui va faire de la lumière pour bien montrer que quelque part, attention, si on l'attaque, il est dangereux. Il a aussi sur les côtés des organes qui vont produire de la lumière, ce qui va lui permettre de se coordonner avec ses congénères hein, pour pouvoir établir une sorte de communication. Et au niveau du ventre, il va aussi émettre, en fait, générer une certaine forme de lumière qui va lui permettre d'être indétectable par ses proies. Donc il va reproduire, on va dire, la luminosité qui est perçue en fait d'en dessous pour pouvoir vraiment se camoufler et donc venir efficacement attaquer ses proies. Donc, vous voyez, juste 2 requins que je vous cite qui sont complètement dingues sur 529 espèces, ce qui fait que c'est vraiment une source d'inspiration absolument incroyable. Et donc, on a beaucoup travaillé notamment sur les requins, en travaillant avec des plongeurs, en travaillant avec des spécialistes autour de la littérature scientifique qui a été identifiée via Okagaia notamment. Et donc, ça nous permet justement après de commencer à voir, à rentrer en phase de résolution de problèmes, donc voir un petit peu ce qu'ont développé les requins et voir ce que ça peut nous inspirer en termes d'innovation pour répondre à différentes problématiques. Et donc à partir de ça, on a commencé à sélectionner une dizaine à peu près d'espèces inspirantes. On a commencé à... Alors je suis désolé, la qualité d'image, elle n'est pas aussi belle que sur les autres écrans. Donc on a commencé à développer un petit peu des concepts, d'idées sur plein de thématiques données en fonction justement de ce que toutes ces espèces de requins étaient capables de nous apprendre, dont notamment en fait, des capteurs pour capter de la pollution présente dans l'air, l'eau et les sols, inspirés de certains phénomènes de captation et aussi de transmission de l'information pour indiquer justement l'état d'un système qui sont présentes chez certains requins. Et ça nous a inspiré des nouvelles typologies de capteurs que l'on pourrait, implémenter en ville demain, sur des lacs, au niveau de rivières ou dans l'eau. Et donc, une fois qu'on commence à développer ces idées, on commence après à les matérialiser en travaillant en 3D. Mais certains d'entre vous sont familiers avec le design pour beaucoup, j'ai l'impression. Donc, vous voyez comment ça marche, jusqu'à après rentrer petit à petit dans de la conception détaillée. Et c'est ce qui nous permet, justement, en suivant ce chemin-là, de développer en fait tout un tas d'innovations pour différents secteurs. Donc, là, maintenant, oui. Oui, je voulais juste savoir à quel moment, du coup, la matière concrète, elle rentre dans le projet. Qu'est-ce que tu entends par matière concrète? La matière avec laquelle est fait le projet, elle est inspirée du biomimétisme dès le départ et du coup, dans la 3D, elle est déjà là ou alors elle vient à la fin? Tu parles du matériau? Oui, du matériau. Ok, alors le matériau, des fois, tout dépend de ce que l'on regarde. Si on s'inspire d'un matériau ou d'un procédé que l'on a trouvé dans le vivant et qui va... Typiquement, cet organisme-là, on va intégrer la question de la matière en fait tout de suite parce que si ce que l'on cherche à imaginer est un matériau, on va travailler avec des chercheurs qui vont, soit on va chercher à identifier les labos qui ont déjà travaillé dessus pour travailler avec eux, soit il y a des recherches qui peuvent être lancées et là, ça peut se faire avec des industriels par exemple, dont c'est le métier, et qui vont chercher à regarder comment c'est fait et commencer à créer des matériaux qui vont être inspirés du vivant que l'on regarde à cette échelle-là. Mais par contre, si ce qui nous intéresse, c'est le fonctionnement d'un organe, par exemple, on n'aura pas forcément besoin de
d'imiter le matériau dans lequel la proposition originale elle est faite, puisque ce n'est pas ce que l'on va regarder au premier abord. Donc on peut très bien utiliser des matériaux des fois qui vont être des matériaux plus classiques que l'on retrouve dans l'industrie, mais parce que derrière, ça va nous permettre de remplir une fonction donnée. Par exemple, si on invente une nouvelle manière de produire de l'énergie en s'inspirant d'une espèce vivante, mais que c'est fait en plastique, dans les calculs que l'on va générer derrière, l'impact du plastique va peut-être être contrebalancé par justement l'efficacité ou la performance du système bio-inspiré que l'on a imaginé. Donc voilà, il y a tout un tas de calculs à faire pour essayer de trouver le bon compromis, pour continuer à minima abaisser l'empreinte environnementale de la solution que l'on cherche à développer. Et des fois, donc, ça peut se faire en utilisant des matériaux aussi traditionnels. Alors, je vais vous mettre un peu à contribution maintenant. On va voir si vous arrivez à deviner quelle innovation est née des espèces que je vais vous montrer. Ça vous va de faire un petit jeu? Oui. Alors, on parlait de requins. Donc, c'est voilà, des espèces qu'on adore. Donc, je vais vous parler un petit peu soit du requin mako, soit du requin des Galapagos. Et là, ce que vous voyez ici, déjà, peut-être que vous savez ce que c'est. Est-ce que vous sauriez dire à quelle partie de l'animal ça correspond? C'est la peau, oui. Tu peux être plus précise? Oui. C'est ce qu'on appelle les denticules. Il n'y a pas d'écailles, en fait, c'est des sortes de petites dents, effectivement. Souvent, c'est une forme de trident, comme ça, qui reprennent le même modèle que les dents, mais ça pousse sur la peau. Et est-ce que vous sauriez me dire à quelle fonction ça répond? Pourquoi est-ce que les requins ont une peau comme ça? Vas-y. C'est pour aller plus vite dans l'eau. Un élément peut être plus agile, on va dire, pour faciliter les écoulements d'eau sur l'animal. Ok. Une deuxième chose. Il faut savoir que le vivant est toujours multifonctionnel, donc ça serait trop simple sinon. Oui. Peut-être se nourrir? Se nourrir? Non. Non. Un dernier essai? Oui. À respirer? Non plus. Il a ses branchies qui lui servent à respirer. Donc là, en gros, ce que vous voyez là, effectivement, c'est les tailles et les formes diffèrent selon les espèces, mais effectivement, donc, comme tu le disais, ça permet en fait de faciliter les écoulements d'eau sur l'organisme, donc ça permet d'aller plus vite et d'être beaucoup plus agile, mais ce qui fait aussi que ça empêche des parasites ou ça empêche des micro-organismes justement de venir adhérer pour se développer. Et ça crée des géométries qui créent en fait une sorte de difficulté supplémentaire pour les micro-organismes de se développer en biofilm, des sortes de communautés bactériennes. Et donc c'est une manière justement de créer des surfaces qui vont lui permettre d'aller vite et en même temps des surfaces qui sont antibactériennes. Vous voyez les doubles fonctions, et il y en a certainement d'autres, mais remplies par ces formes qui sont sur la peau des requins. Donc si vous le caressez dans ce sens-là, ça va glisser. Si vous le caressez dans l'autre sens, votre main elle va s'arrêter directement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'avoir un sabre japonais entre les mains. Souvent, en fait, avant, la poignée était faite en galucha, qui est finalement la peau, soit de requin, soit de raie, donc les sélaciens, qui ont, on va dire, cette structure-là, ce qui fait qu'on peut difficilement retirer le sabre de la main d'un samouraï parce qu'on était vraiment très bien agrippé grâce à ces systèmes-là. Donc, je vous invite à faire l'expérience, c'est assez perturbant. Et donc, quelle innovation, selon vous, ça a pu inspirer? Si l'on était en mesure de reproduire cette structure-là pour un secteur d'application particulier, qu'est-ce que ça pourrait être? Oui. Les surfaces où les bactéries peuvent... je ne sais pas c'est quoi le nom, mais il y a des surfaces qui en fait s'auto-nettoient, ou en tout cas, il n'y a absolument jamais aucune bactérie qui peut... Alors effectivement, tu es trop forte, mais on n'est pas sur le nettoyage. Ça, c'est plutôt le Lotus qui est un modèle qui est très regardé, mais on est effectivement sur des surfaces qui sont antibactériennes, développées par une société qui s'appelle Sharklet. Donc ils ont cherché à imiter ces denticules pour créer justement tout un tas de structures sur un adhésif que l'on peut mettre après sur des murs d'hôpitaux, par exemple, sur des barres de métro ou autres, ou des poignées, pour éviter justement aux micro-organismes pathogènes de se développer et de venir nous contaminer. Donc ça, c'est une application liée
à l'observation du vivant marin, dont le fait de regarder, ce que vous voyez, on l'a dit tout à l'heure, on a regardé un organe. Donc en regardant cette échelle-là, ça nous a permis d'inventer ça. Je ne l'ai pas mis là, mais la société Speedo, vous connaissez Speedo, qui fait les maillots de bain, avait inventé aussi un maillot de bain qui reprenait cette structure, aussi, qui permettait aux nageurs d'aller plus vite, parce qu'en fait, ça facilitait les écoulements d'eau sur le maillot. Et la combinaison qui avait été inventée a été interdite dans les compétitions, parce qu'on considérait ça comme un avantage technologique aux nageurs qui la revêtaient. Donc c'est intéressant, hein, vraiment une même structure, plusieurs propriétés ou plusieurs avantages, et ben on peut soit en fait développer une innovation à partir de ça, mais des fois vous pouvez développer aussi des choses qui misent sur cette multifonctionnalité-là. Oui. Et est-ce que l'efficacité reste la même si on est en dehors de l'eau, du coup Bah, alors c'est une bonne question parce que l'air est un fluide, donc il y a aussi Sharklet, si je ne dis pas de bêtises, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais pour moi, ils ont aussi développé des revêtements qui sont aujourd'hui sur certaines ailes d'avion, par exemple, ce qui permet de mieux gérer les perturbations en fait, dans l'air, et ça permet justement d'économiser un peu de carburant, au même titre qu'on va aussi utiliser vous voyez, les winglets, donc c'est les ailes qui sont courbes, là souvent inspirées, on dit des rapaces, hein, vous voyez les ailes de rapaces sont recourbées sur les côtés, et ça permet de mieux gérer justement les perturbations dans le fluide, et donc de limiter la consommation de carburant. Et je crois que du coup aujourd'hui il y a une combinaison entre ça, plus des surfaces voilà, qui reprennent ces structures-là. Donc à vérifier, mais il me semble que oui. Alors maintenant, là c'est facile. Est-ce que vous sauriez déjà reconnaître l'animal? Laquelle? Oui. Oui. Donc, est-ce que vous sauriez me dire à quoi servent les bosses de la baleine à bosse? On est sur la même chose que les requins, finalement, dans le sens où ces structures-là vont permettre de faciliter les écoulements d'eau, donc ça va lui permettre finalement de mieux nager et d'être beaucoup plus agile en fait dans l'environnement aquatique. Et donc, si ça permet de mieux gérer les flux, est-ce que vous sauriez me dire quelle innovation ça a pu inspirer sur un objet qui a à peu près la même forme d'ailleurs et qui rencontre les mêmes problématiques de devoir bouger dans un fluide? Oui, vas-y. Les éoliennes. Eh bien, tu es trop forte. La société Whale Power a inventé des pales d'éoliennes qui reprennent justement ces petits picots, ce bosselage, pour pouvoir justement être beaucoup plus optimal hein, dans l'air. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, en fait, il y a des fois souvent, regarder dans le même milieu, c'est vachement intéressant, mais des choses qui fonctionnent dans un milieu et les reprendre pour un autre, passer de l'eau à l'air, fonctionne aussi, parce qu'on est sur deux fluides. Et donc, c'est assez intéressant. Donc ça permet justement de mieux optimiser la rotation des pales d'éoliennes et aussi, surtout, de fonctionner en fait, dans des conditions où le vent est moins fort, par exemple. Autre exemple. Est-ce que vous sauriez me dire ce que c'est, ça? Oui. Dis donc, vous êtes pas mal. Donc, effectivement, c'est du corail. Et donc, le corail, lui, il a un fonctionnement un petit peu comme ce que l'on voit ici. Donc, le squelette du corail est fabriqué dans les mêmes conditions, à partir des ressources qui sont localement disponibles, dans l'eau aussi et compagnie. Et là, je peux faire passer un petit bout. Ça, c'est super aussi intéressant à toucher. Je ne sais pas si vous avez déjà touché en fait, du corail. Donc, est-ce que vous sauriez imaginer ce que ça a pu inspirer comme innovation? Le fait de pouvoir faire des matériaux comme ça, notamment dans de l'eau, avec du carbonate de calcium qu'on peut récupérer. Non? Alors, mince. Oups. Tu allais dire quoi? Parce que tu arrives à lire dans le flou. Attends,
Pourtant, j'ai mis un flux gaussien et un flux directionnel après. Donc effectivement, là, ça a inspiré une société qui s'appelle Biomason pour créer justement des ciments qui reprennent ce principe-là. Donc eux, ils vont venir capter le dioxyde de carbone qui est présent dans l'air et via différents procédés, vont venir en fait le séquestrer par l'action de certains micro-organismes. Donc il y a quand même des biotechnologies derrière ça, et ce qui va leur permettre de faire des matériaux qui vont être utiles pour la construction des bâtiments de demain. Vous le savez, la construction, c'est l'un des secteurs les plus polluants au monde. C'est souvent très énergivore. On va utiliser aussi des ressources qui sont limitées. Le sable ou la silice, c'est des choses qui sont aussi problématiques en termes d'approvisionnement. Et donc là, si on arrive à récupérer des éléments polluants comme le dioxyde de carbone pour le transformer après dans des matériaux pour la construction, c'est quand même super intéressant. Et ça, si on peut le faire en plus sans monter à des hautes températures, avec une chimie qui est compatible avec le vivant, eh bien, c'est quand même assez chouette. Et donc, je vous invite à regarder les travaux de cette société qui fait plusieurs produits à partir de ça. Donc là, le nom de ces briques, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais ils ont différents produits. Vous pouvez aller voir sur leur site internet, mais c'est vraiment assez intéressant. Et on pourrait imaginer demain faire pousser des villes, par exemple, sur ces principes-là. Alors, vous les connaissez, celles-ci? Oui. Ouais. Donc les murènes, elles ont un corps allongé, elles ont une façon de bouger un peu particulière. Donc comment est-ce qu'elles vont faire pour se mouvoir dans l'eau, pour pouvoir avancer? Elles vont créer des ondulations. Oui. Donc elles vont onduler. Et qu'est-ce que ça pourrait inspirer en termes d'innovation de l'ondulation? En ondulant dans l'eau, par exemple, on va pouvoir récupérer l'énergie des courants, par exemple. Et ça a inspiré une société qui s'appelle Hill Energy, qui a développé des membranes ondulantes pour pouvoir récupérer l'énergie des courants marins. Et donc, là, c'est les tests qu'ils ont pu mener ici. Donc, vous avez cette membrane souple qui va se déformer, et à chaque déformation, il y aura une récupération de l'énergie. Donc ça, c'est assez chouette parce qu'on pourrait très bien imaginer que demain, dans les mers ou même dans les rivières, pourquoi pas, qu'on puisse être en mesure d'utiliser ces courants qui sont là pour pouvoir participer à la production de l'énergie dont on a besoin pour pouvoir alimenter différentes applications aujourd'hui. On connaît les éoliennes, on connaît moins les hydroliennes, mais là, il y a une belle innovation au service de la production d'énergie en mer bio-inspirée. Alors, on va rester sur les mouvements ondulatoires. Qu'est-ce que ça pourrait inspirer d'autres? Si je vous parle d'hélices, par exemple, est-ce que les hélices existent dans la nature? Est-ce que vous avez déjà vu des poissons avec des hélices? À part dans les dessins animés? Non, on est d'accord, ça n'existe pas. Donc, on va utiliser les mouvements ondulatoires pour se déplacer dans le fluide. Et c'est ce qu'a imaginé une start-up française qui s'appelle Phoenix, qui a développé un moteur de bateau que vous voyez ici, ils sont placés derrière le bateau. Ils ont même fait concevoir et construire leur propre bateau qui était présenté pendant les Jeux Olympiques sur la Seine. Et donc, c'est une membrane ondulatoire. Donc, plutôt que de faire tourner une hélice dans l'eau, qui va demander beaucoup d'énergie, qui va générer quoi aussi? Des turbulences, du bruit, et donc participer à la pollution sonore des milieux marins, ce qui est aussi une vraie problématique aujourd'hui. Le son se diffuse très fort et très loin, et donc ça impacte toutes les espèces qui y habitent. Et donc, en s'inspirant du mouvement d'ondulation des poissons, il y a eu la création de ce moteur qui va donc gérer des ondulations au travers d'une membrane souple qui va venir vibrer. Et donc, au travers ces ondulations de la membrane, ça va venir propulser, en fait, faire passer le flux de travers et aider à la propulsion du navire. Tout ça en consommant moins d'énergie et en générant moins de pollution sonore. C'est super intéressant. Donc là, il y a une réduction de l'impact de l'homme sur l'environnement marin, réduction de la consommation énergétique. Donc on est clairement sur du biomimétisme. Voilà.
allez, un dérivé de cette même technologie, et là, vous n'allez pas deviner, je pense que ça va être trop compliqué, mais il y a une pompe cardiaque aussi qui a été inventée à partir du même brevet, qui permet justement de propulser le sang dans le corps, dans le cœur, grâce à ces ondulations-là, mais de manière beaucoup plus naturelle que ce qu'on est capable de faire avec les technologies d'aujourd'hui. Et ça, c'est une société qui s'appelle CoreWave qui a développé tout ça. Un dernier exemple, et puis après on va passer à d'autres projets. Est-ce que vous sauriez me dire ce que c'est ça? Tout le monde en a vu. Vous le connaissez tous, cet organisme-là. Les balanes, ça vous dit quelque chose? Donc, lorsque vous allez en bord de mer ou sur l'estran, vous allez souvent voir accrochés sur les rochers tout un tas d'organismes. Vous avez aussi les chapeaux chinois, vous avez plein d'organismes, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment presque soudés à leurs rochers via des colles naturelles. Est-ce que vous avez déjà essayé de coller avec les colles qu'on utilise tous aujourd'hui, en fait, dans de l'eau? C'est compliqué, hein? C'est extrêmement compliqué. Et donc, s'inspirer des colles naturelles qui fonctionnent au milieu marin, là on est vraiment sur de l'analogie en termes de contexte, que tu mentionnais tout à l'heure, eh bien, ça peut inspirer des chercheurs pour développer des colles. Ce que vous voyez ici, en fait, réalisé par la société qui s'appelle Titium, des colles qui fonctionnent en milieu aqueux. Donc, en quoi ça peut être utile de recoller des choses? On pense tout de suite à de la médecine, par exemple, si vous faites opérer demain et que vous avez besoin de recoller une membrane, un organe, pour le ressouder, eh bien vous allez pouvoir utiliser ce genre de colles-là qui sont bien moins invasives que de refaire après des sutures, par exemple. Et donc voilà, donc, Titium, c'est une jolie société qui propose des colles bio-inspirées, notamment pour les applications liées à la santé et à la médecine, mais vous avez tout un tas d'autres applications à imaginer. Ça va? Oui? Ok. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Oui. Juste de la curiosité, c'était pour savoir si dans ces projets-là, à chaque fois, c'est différents métiers qui collaborent ensemble, ou c'est que des scientifiques, ou par exemple à Titium, est-ce qu'il y a des designers aussi qui sont intervenus? Alors moi, je ne les connais pas personnellement. Là, je ne sais pas comment eux ont travaillé. Et alors c'est vrai que ça dépend beaucoup des domaines. Donc typiquement, si on revient chez Phoenix, eux, c'est une équipe qui est majoritairement composée d'ingénieurs. Ils ont aussi des designers. C'est beaucoup d'ingénieurs, donc il y a un aspect quand même créatif. Là, c'est beaucoup de gens qui viennent des biotechnologies. Et donc souvent, il y a quand même une et une interdisciplinarité qui se passe pour aller chercher à comprendre le modèle biologique d'intérêt, celui qui va inspirer l'innovation, et la façon de la retranscrire par l'ingénierie. Donc l'ingénierie pour ici et pour les autres qu'on a pu voir. Donc de base, il y a déjà en fait ce dialogue interdisciplinaire qui existe. Après, le design est encore un peu marginal dans ces sociétés-là, parce qu'encore méconnu malgré tout le travail qui a été fait depuis des décennies pour montrer son potentiel justement, notamment sur le terrain des sciences. Mais voilà, aux designers de la salle aussi d'aller explorer ces terrains-là et leur proposer des collaborations. Je suis sûr que ça intéresserait pas mal d'entre eux. Nous, on travaille plus trop avec des startups, surtout avec des grands groupes, mais l'intérêt qu'ils voient dans le design, ça va être bien évidemment de penser les applications potentielles en disant on a découvert ceci dans le vivant, c'est génial, on pense que ça peut nous permettre de répondre à telle problématique dans tel secteur, mais sous quelle forme on va devoir l'imaginer, comment est-ce qu'on veut bien intégrer ça dans les usages, etc. Voir comment est-ce que ça va générer des nouveaux usages, mais ça va nous permettre aussi d'explorer des nouveaux champs d'application en disant ça, autre que la création de matières comme ça en dehors de l'habitat, on pourrait l'imaginer dans tel ou tel secteur, etc. Et voilà la forme que ça pourrait prendre. Et donc le design, il est super important pour ça parce que ça leur permet d'explorer un peu le champ des possibles, donc déjà de voir ce qu'on peut faire, et d'incarner après des propositions de manière extrêmement bien intégrée dans un contexte donné auprès d'utilisateurs et d'utilisatrices potentiels. Donc voilà, mais ça demande quand même en général une forme d'éducation au design qui
est souvent inexistante sur le terrain des sciences. Et encore une fois, d'où l'importance de lieux comme le Design Spot qui permettent de faire ça aussi, qui ont cette mission-là. Alors, il nous reste 25 minutes, donc je vais passer un petit peu plus vite, mais c'est bien qu'on puisse échanger en tout cas. Donc je vais juste switcher ça, parce que ça, j'ai déjà présenté pas mal de reprises. Et je vais parler de quelques autres projets comme ça qui sont liés un peu aux marins, sur des choses que nous, on a pu développer et qui répondent à différentes problématiques. Donc par exemple, si on parle de l'accès à l'eau potable, qui est un enjeu majeur aujourd'hui, le manque d'accès à l'eau potable, c'est 4 millions de morts par an, 8 millions de maladies graves, parce que les eaux qu'on va trouver dans certaines zones géographiques vont être polluées par des micro-organismes pathogènes, beaucoup de bactéries, mais aussi des virus, ou encore par des polluants qui viennent des industries, des produits chimiques qui sont souvent relargués par différentes industries dans les cours d'eau. Et donc, on pourrait très bien imaginer des solutions de filtration, notamment mécaniques. Là, si on reprend les exemples liés aux marins, ce que vous voyez, vous le reconnaissez, vous avez vu la nageoire tout à l'heure, là vous avez les fanons de la baleine. Donc la baleine, elle va être capable de venir en fait prendre une grande gorgée d'eau et de pouvoir après souffler au travers pour rejeter l'eau, mais garder justement tout ce qui l'intéresse pour pouvoir s'alimenter. Et donc ces principes-là peuvent inspirer des filtres, par exemple, pour pouvoir permettre de filtrer des choses. Alors non pas garder ce qui nous intéresse, mais rejeter ce qui ne nous intéresse pas, par exemple. Et donc on avait travaillé sur un filtre à eau qui est aujourd'hui qui est aujourd'hui commercialisé entre guillemets et qui est donné, pardon, je ne trouve plus mes mots, mais qui est majoritairement commandé par l'UNICEF en fait pour les camps de réfugiés, parce que on a travaillé sur un procédé de filtration mécanique qui permet de filtrer instantanément en fait une eau qui peut être souillée par des bactéries pathogènes, et donc avec un principe un peu particulier de membrane filtrante, ça peut permettre de filtrer les bactéries. Donc on a conçu un petit bouchon comme ça. Vous utilisez une bouteille de coca parce que malheureusement c'est les bouteilles qui sont le plus présentes dans le monde, parce que le coca est moins cher que l'eau, c'est triste. Et donc vous pouvez prendre de l'eau dans votre bouteille de coca dans une flaque d'eau par exemple. Vous allez visser votre bouchon et ça va vous permettre de filtrer instantanément les choses pour pouvoir boire une eau qui est purifiée des bactéries, les virus, on a des solutions en développement mais qui ne sont pas encore disponibles. Et surtout, en fait, vous allez pouvoir aussi ressouffler dedans pour pouvoir, en inversant le chemin, venir nettoyer votre filtre comme les baleines. Et après, nous on a travaillé après sur d'autres variations. Donc là, c'était la V1. Donc vous pourriez très bien imaginer ce genre de choses-là. Un autre projet sur lequel on a pu travailler, oui. Le récipient, il est en plastique? Pardon? Le récipient, il est en plastique? La bouteille? Oui. Oui. Ouais, donc on fait du greenwashing, puisqu'on est toujours dans le plastique, avec les microparticules, du plastique qui se dégage, oui. Et donc ça ne règle pas le problème de la pollution de l'eau. Alors le problème là, c'était l'accès à l'eau potable auquel on a répondu. Et donc l'idée, c'était de délivrer une solution pour que les gens puissent boire une eau qui n'est pas contaminée par des agents bactériens pathogènes, pour réduire les 4 millions de morts par an et 8 millions de maladies graves liées à l'ingestion de ces bactéries-là. Donc le sujet, il était moins lié en fait on ne va pas résoudre le problème de la qualité de l'eau dans son ensemble, mais par contre on va apporter une solution ponctuelle et surtout à bas coût, parce que les organisations de santé comme l'UNICEF en fait n'ont pas de moyens, ou très très peu de moyens. Et en fait la demande, c'était de dire comment est-ce qu'on peut fournir une solution qui ne coûte rien pour que les gens puissent accéder à une eau potable. Donc il faut aussi choisir des fois en fait l'angle sous lequel on attaque un problème, et dans le sens où même là, le filtre que l'on a conçu, il n'est pas séparable, on ne peut pas le recycler. On a en fait les membranes et compagnie, et bien à un moment donné, on est obligé de tout souder si on veut qu'aucune bactérie ne passe à l'intérieur pour la santé des gens, et donc on doit faire des choix. Dans la balance, là, c'était de dire le choix, le curseur se met au niveau du coût, et on a réussi à produire un objet qui coûte 1,50 $ pour filtrer 1000 litres d'eau. Donc c'est les besoins d'une personne pendant un an. Donc sur le papier, il fonctionne pour 1000 litres. Nous, on préfère dire 700-800 litres, mais c'est les besoins d'une personne sur un an dans un pays chaud. Et donc pour 1,50 $, potentiellement, on donne accès à l'eau potable à une personne. C'est quand même assez énorme. Donc là, pour nous, le pari, il était quand même réussi dans le sens où ça fait ce job-là.
effectivement, ça ne traite pas la question de la pollution, qui serait un autre projet, en fait, ou un ensemble d'autres projets, parce que la problématique, elle est tellement énorme qu'on peut le prendre de plein de manières différentes. Mais ici, c'est le prisme que l'on a choisi d'aborder, c'est celui, effectivement, de l'accès à l'eau potable pour tous. Et c'est encore un peu différent. Donc, effectivement, on utilise aussi du plastique pour le filtre, parce que si on utilisait un matériau différent, eh bien, on a essayé, hein, mais les prix voilà, explosent. Et du coup, le verre recyclé, c'est beaucoup plus cher. Ah oui, je vous dis, c'est énormément, c'est très très cher. Le problème en aval de la pollution du sang par les microplastiques, il coûte des milliards. Donc, je veux dire, si vous vraiment toutes les externalités, on verra que c'est une fausse bonne solution. Il y en a qui travaillent avec l'argile sur pour purifier, et vraiment pas avec le même genre d'outils. L'argile pompe tout. Il n'y a aucun problème. Encore faut-il avoir les infrastructures pour le faire, et ça ne correspond pas à tous les modes de vie non plus. Mais donc, il y a plein de manières de répondre à la problématique, mais tout dépend aussi des moyens qui sont mis dedans. Et là, en fait, nous, on n'a pas trouvé, pour cette problématique très précisément, de meilleure solution que ça, même si, on est bien d'accord, il faut régler le problème dans son ensemble, mais c'est un autre projet. Et c'est avec d'autres moyens. Et c'est avec d'autres acteurs aussi. Et donc, un problème, en général, il faut le regarder à toutes les échelles que l'on a mentionnées aussi au tout début, en disant que si on veut répondre à une problématique donnée, si on veut le faire de manière efficace, on peut le regarder à l'échelle du matériau, on peut le regarder à l'échelle du produit du service, mais aussi à différentes échelles du système, jusqu'à penser la façon d'organiser la gestion de l'eau à l'échelle d'un territoire donné, par exemple. Et si on veut être efficace, il faut vraiment penser toutes ces échelles-là, mais quand on n'agit que sur une avec des moyens limités, et d'ailleurs, il y a une faute là, pardon. Enfin bref, du coup, on pourra en débattre après, mais la question pour moi des microplastiques, c'est encore une autre question, un autre projet à côté qui doit être complémentaire de ce genre d'approche-là. Mais il ne doit pas faire l'économie aussi de pouvoir répondre à des projets, à des besoins en termes d'humanitaire qui sont aussi très présents avec le budget que les pays y accordent. Et ça, c'est très complexe à gérer. Un autre projet autour du marin. Donc là, je vais vous parler rapidement d'un projet qu'on a pu faire avec RTE. RTE, est-ce que vous connaissez l'acronyme? Ça vous dit quelque chose? Pourtant, vous le connaissez tous, cet acteur-là. RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. Vous voyez, tous les câbles que vous voyez sur le bord des routes sont faits pour transporter l'électricité du lieu de production jusqu'au lieu de consommation via des transformateurs. Et donc, on a travaillé avec cet acteur-là il y a quelques années déjà, et notamment sur la question du transport de l'électricité en mer. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne au niveau de la mer? Comment c'est organisé? Est-ce que vous avez déjà vu des champs d'éoliennes sur la mer? Oui. Il y en a au large de Saint-Nazaire, par exemple, pour ceux qui connaissent ce coin-là, et à d'autres endroits. Donc aujourd'hui, vous avez les éoliennes soit flottantes, soit qui sont installées sur des sortes de pilotis, qui vont produire cette énergie-là, et l'énergie va être transportée par des câbles sous-marins qui vont permettre de l'acheminer du point de production à un point sur la Terre qui va après permettre une redistribution sur le territoire pour sa transformation et sa consommation. Le problème que rencontrait RTE, c'est que pour mettre ces câbles sous-marins, on rencontre plein de problèmes. Donc, il y en a un ici que vous voyez là. Là, c'est un câble. Donc, on a parlé de biofouling tout à l'heure, vous vous souvenez? Le biofouling, c'est pour rappel la colonisation d'une surface par un ensemble d'organismes de différentes tailles. Et donc là, vous avez un câble qui a été colonisé par des algues, par des coquillages, par tout un tas d'organismes. Et c'est un vrai problème parce qu'au bout d'un moment, ça va impacter le bon fonctionnement de la structure qui est colonisée. Et ça va venir empêcher aussi la maintenance du système quand il y a besoin de venir intervenir à un endroit donné. Donc c'est assez problématique. Souvent, on se rend compte aussi que les bateaux, notamment les bateaux de pêche, quand ils passent, quand ils jettent l'ancre, ils vont venir arracher aussi ces câbles-là. Donc il y a tout un tas de problématiques autour de ça. Et donc ce que l'on a cherché à développer avec eux, alors là c'est un concept, mais il y a des choses qui sont testées déjà aujourd'hui au stade de recherche. Et on avait imaginé, on avait regardé comment le vivant pourrait faire pour pouvoir justement limiter le développement du biofouling sur les câbles dans des endroits très très précis,
via des stratégies bio-inspirées. Et aussi, en fait, l'idée, c'était de se dire que finalement, pour empêcher les bateaux en fait, d'approcher pour jeter leurs ancres, on avait aussi imaginé donner des nouvelles fonctions à ces lieux-là en créant des sortes de symbioses, et notamment des symbioses avec d'autres activités économiques, comme la pisciculture, comme tout un tas d'autres choses qui feraient que les bateaux de pêche ne puissent plus rentrer sur le terrain pour pouvoir venir ensuite accrocher les câbles via leurs ancres. On a des problématiques liées à ce qu'on appelle l'ensouillement aussi, donc c'est le fait de pouvoir venir protéger le câble de ces ancres et d'autres perturbations. Et il y a différentes stratégies à inventer selon les types de sols que l'on rencontre, parce que des fois on a de la roche, des fois on a du sable, il y a plein de choses à faire comme ça. Donc via tout un tas de stratégies qui viennent du monde végétal notamment, on a imaginé en fait plein de systèmes de protection pour faciliter l'ensouillement des câbles, leur protection par biominéralisation aussi, en travaillant avec des micro-organismes, en travaillant sur des nouvelles interactions aussi au sein des milieux marins autour des structures en fait, qui portent les éoliennes, pour participer aussi à la revitalisation des milieux marins, parce que les milieux marins, on le sait, ont été énormément impactés par les activités humaines. Et donc, en travaillant sur une sorte d'ingénierie des milieux comme ça, on peut aussi, en s'inspirant du fonctionnement des écosystèmes naturels, on peut chercher aussi à en reproduire parfois à certains endroits pour régénérer ces milieux-là. Donc ça, c'est des choses qui ont été conceptualisées avec RTE et qui testent aujourd'hui certaines parties de projet pour potentiellement demain atterrir dans la société. Un autre projet ici qui montre deux exemples liés aux marins, alors indirectement et l'autre indirectement. C'est un projet qu'on a pu mener en fait avec le Muséum d'histoire naturelle et qui avait pour objectif de présenter le potentiel qui réside dans les recherches des chercheurs autour notamment de sujets comme la biominéralisation. On l'a évoqué tout à l'heure. L'industrie de la construction est extrêmement polluante aujourd'hui, énergivore aussi, et consommatrice en termes de ressources qui sont de plus en plus rares. Et donc, on s'était intéressé à tout ce processus de biominéralisation. Donc, comment est-ce que certains organismes marins sont capables de produire leur squelette en calcaire à partir des éléments qui sont localement disponibles. Donc ça, on peut le voir chez des diatomées, chez les coraux, comme tu peux le voir là dans ta main, avec ce genre de procédé qui permet ça, la biominéralisation. Et en étudiant la biominéralisation, on se rend compte qu'on peut très bien imaginer produire des matériaux dont le procédé est inspiré de ça, pour pouvoir imaginer fabriquer demain des pièces de bâtiment, par exemple, qui pourraient être fabriquées soit par moulage, soit en fait directement avec des structures métalliques. On arrive aussi à guider en fait la fabrication de minéraux autour de certaines structures, soit avec du vivant, soit sans vivant, mais après c'est un peu des procédés différents. Et donc cette biominéralisation pourrait très bien nous permettre d'imaginer que demain on puisse s'en saisir pour pouvoir récupérer en fait des éléments qui sont polluants présents dans l'air, comme le dioxyde de carbone, que l'on pourrait chercher après à séquestrer dans des pièces architecturales, comme on voit ici, une rosace bio-inspirée, qui est l'illustration que demain, nos bâtiments pourraient être fabriqués à partir de ressources polluantes présentes dans l'air ou dans l'eau, et pour pouvoir nous permettre, avec peu d'énergie, à partir idéalement de ressources locales, nous aider à fabriquer justement ces bouts de bâtiments. Un autre projet, rapidement, alors autour des questions de pollution lumineuse notamment. Donc je vais vous parler d'une espèce qui est côtière. Alors, on n'est pas dans l'eau, mais on est sur les côtes, autour des chauves-souris. Et alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la pollution lumineuse est un vrai aussi enjeu. Ça perturbe les cycles de reproduction de tout un tas d'animaux, les oiseaux, les chauves-souris et compagnie. Donc toute la biodiversité qui nous entoure est perturbée par tout ça. Et donc on avait imaginé en fait un système pour pouvoir permettre de réduire les consommations, en tout cas la production de lumineuse dans les villes, donc voir comment est-ce qu'on pouvait se déplacer différemment. Et notamment, on avait regardé le principe d'écolocation chez les chauves-souris qui sont très étudiées à la station de biologie marine du Muséum d'histoire naturelle à Concarneau notamment, parce qu'il y en a beaucoup, et certains des spécialistes français sont là-bas. Et donc l'idée, c'était de voir comment est-ce que, en donnant la possibilité aux gens de s'écolocaliser, on allait pouvoir réussir à se balader dans l'espace, à se repérer et à se mouvoir dans l'espace sans lumière. Et donc on a imaginé une sorte de canne, un outil comme ça qui nous permette d'envoyer des ondes
dont on est capable de recevoir en fait, le signal et qui est traduit en fait, par des vibrations sur le manche et qui nous permet de savoir en fait, à quelle distance se trouve un obstacle pour pouvoir se balader dans le noir en évitant justement d'avoir recours à de la lumière. Donc voilà, très rapidement, parce qu'on arrive au bout, puis on peut avoir un temps d'échange encore à la fin. Donc ça, c'est 2 objets qui ont été conçus avec. Mais très rapidement, pour conclure sur l'enseignement, hein, donc on l'a compris, le biomimétisme, c'est une pratique qui est complètement multi- et interdisciplinaire, basée sur une approche et sur une méthode qui elle-même est fondée sur tout un tas d'outils, hein, comme on l'a vu, OK Gaia, Biomixer, Bioinspire Explore, etc. Et donc tout ça, travailler à l'interface entre ces différentes disciplines, on l'a évoqué aussi, c'est compliqué parce qu'on n'a pas le même langage, etc. Donc tout ça doit nous inviter aussi à repenser les manières dont on pratique le design pour ma part, mais aussi les sciences quand on est en face, en disant comment est-ce qu'on accueille positivement, ou comment est-ce qu'on arrive à s'interfacer avec d'autres disciplines que la nôtre pour pouvoir travailler par des approches du coup de plus en plus complexes sur des problématiques qui elles-mêmes deviennent aussi de plus en plus complexes. Vous êtes d'accord ? C'est difficile de résoudre les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui par des approches simplistes, donc on doit souvent venir avoir une approche un peu plus systémique et holistique, et donc ça mobilise beaucoup plus de disciplines qu'auparavant. Et donc, pour apprendre ça, parce que ça s'apprend difficilement quand on est en entreprise, par exemple, donc ça doit pouvoir se faire à l'école. Donc j'ai la chance de pouvoir expérimenter pas mal de modèles depuis plus d'une dizaine d'années maintenant dans différentes écoles, dont l'ENSI, qui est une belle école de design, qui permet d'expérimenter pas mal de choses. Et donc, on a pu, dans leurs enseignements, par exemple, intégrer la question de la bioinspiration marine pour voir comment est-ce qu'elle allait pouvoir nourrir le travail des futurs designers qui en sortiraient. Donc, ils ont pu imaginer plein de choses, donc tout un tas de nouvelles structures pour les matériaux. J'aime bien aussi ce projet-là, qui est un projet d'Arthur, de Félix et d'Amélie, qui ont travaillé sur un peu des systèmes comme de la permaculture, mais à la maison, en misant sur l'utilisation d'espèces marines pour pouvoir recycler les déchets, pour pouvoir, alors là c'était un peu caricatural, mais ils ont créé des nouvelles gammes de mobilier pour tirer parti des interactions entre différentes espèces, dont les espèces marines, pour pouvoir recycler les déchets organiques, notamment disponibles dans l'habitat. Et donc tout ça, moi, m'a amené aussi à poser la question donc, de la formation longue à ces problématiques-là, et m'a amené avec mon collègue Simon Dénat et Geneviève Sangissen à concevoir en fait le master, alors qui n'est plus un Master of Science, qui est un master spécialisé maintenant, Nature Inspired Design, qui forme des experts en accompagnement des transitions par le design et de la bioinspiration. Et donc ça, c'est l'illustration de leur diplôme, qui montre bien qu'il y a aussi cette volonté derrière de prendre soin de la nature par l'inspiration de la nature. Donc on rend quelque part à la nature. Et donc leur première semaine d'immersion se passe ici, dans les bâtiments de la station de biologie marine du muséum à Concarneau, parce qu'on part du principe qu'elle est une inspiration majeure pour développer des innovations qui font sens. Et donc, ils commencent à se heurter aux problématiques de la multi et de l'interdisciplinarité en travaillant directement avec leurs chercheurs. Donc, il y a des spécialistes des larves de poissons, des diatomées, il y a tout un tas de disciplines qui sont hébergées là-bas. Et donc, ça leur permet justement de se confronter à ces questions de langage, de méthode, de pratique, d'approche, pour pouvoir après les pousser pendant les 15 mois suivants, et en travaillant notamment avec des cas très pratiques, avec des partenaires, comme on a pu travailler avec le Centre national d'études spatiales, par exemple, sur la dépollution de l'espace, voir comment est-ce qu'en s'inspirant des écosystèmes notamment marins, de voir ce que ça allait nous apprendre pour pouvoir dépolluer l'espace, qui est rempli de millions de débris spatiaux, qui vont de quelques millimètres à des dizaines de mètres. Et vous savez qu'à chaque fois que 2 débris se rencontrent, à 28 000 km/h par exemple, 2 débris qui se rencontrent en forment beaucoup plus d'autres. Et donc la pollution de l'espace, elle est incrémentale dans le sens où il y a une explosion justement à cause de ces collisions. Et donc c'est un vrai sujet à explorer, et du coup le marin est par analogie quelque chose d'assez intéressant, parce que en regardant comment est-ce qu'aujourd'hui on cherche à dépolluer les océans, potentiellement, ça peut apporter des réponses à la dépollution de l'espace, notamment sur les microplastiques qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il y a des jolies solutions à envisager. On a pu travailler avec la mairie de Caen aussi sur comment est-ce qu'on peut s'inspirer du fonctionnement de certains écosystèmes naturels, dont des milieux marins, pour pouvoir repenser un quartier de la ville de Caen, par exemple, pour penser de manière circulaire la gestion des ressources en eau, en énergie,
en matière et compagnie. Donc voilà, tout un tas de choses comme ça qui font que finalement, le marin est une super belle source d'inspiration aussi pour expérimenter une nouvelle forme d'enseignement. Oui. Est-ce que vous travaillez avec le Low Tech Lab qui est à Concarneau? On les connaît très bien, oui, oui. Alors, on n'a pas fait de projet avec eux, mais on en a beaucoup parlé pendant longtemps. En gros, à Concarneau, on est connecté avec Explore, qui héberge le Low Tech Lab. Donc, Explore, c'est le fonds de notation de Roland Jourdain, du grand skipper, et qui aujourd'hui héberge d'autres activités, Under the Pole, si vous connaissez, et quelques autres, Captain Derwin, qui est super chouette aussi à voir. Et donc, on a travaillé notamment avec les équipes de Roland Jourdain et aussi avec les équipes de François Gabard, pour ceux qui connaissent, qui a une entreprise qui s'appelle Merconcept et qui conçoit en fait des navires pour la course au large. Et mes étudiants travaillaient avec eux sur comment est-ce qu'on peut repenser la course au large, une course au large à mission qui n'est plus seulement une question de performance. On ne va plus chercher à aller vite, mais on va aller chercher justement aussi à aller vite dans un milieu qu'on va chercher à respecter. Et donc ça c'est important, donc en ayant le moins d'impact possible sur les milieux qu'on rencontre, éviter aussi les collisions avec les cétacés, ce qui est une vraie problématique, ça arrive régulièrement. Donc les navires de course heurtent souvent les cétacés et en les heurtant, ils vont souvent les tuer. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas communiquées parce que ça fait souvent scandale à raison. Et donc, nos étudiants peuvent travailler sur ces problématiques-là pour voir comment est-ce qu'en s'inspirant du vivant marin notamment, on allait pouvoir repenser la course au large pour faire une course au large à mission qui soit respectueuse de l'environnement dans laquelle elle s'inscrit, parce que Roland Jourdain comme François Gabard, c'est des passionnés de ces milieux marins et qui ont aussi vocation à, on va dire, promouvoir la protection de ces milieux-là et de la biodiversité qu'elles contiennent. Donc, mais c'est des jolies approches et effectivement, on est connecté à eux. Parce que sur le plan des valeurs, il y a pas mal de choses communes. Donc voilà, c'est la fin, il nous reste du temps pour échanger. J'espère que vous avez encore quelques questions. Merci Liliane en tout cas. Oui, donc là c'est donc ouvert aux questions. Ce que je trouve intéressant aussi dans les différentes approches que tu as, parce que tu as montré un échantillon des projets que tu as pu accompagner. Donc à la fois il y a des projets très expérimentaux, où tu vas assez loin dans la démarche, où justement on va aller plus vers des solutions assez idéales. Enfin, où on peut, parce que oui. Là, ça faisait un peu débat sur le projet avec la bouteille d'eau oui. en plastique et le filtre qui permet de filtrer des eaux qui sont contaminées. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de filtrer ces eaux contaminées. Donc là où tu répondais, j'imagine, à un cahier des charges, à un besoin oui, qui est proposer une solution à bas coût pour des situations qui sont d'urgence, de crise. Donc là où il faut utiliser des moyens de production aussi, malheureusement industriels, qui sont disponibles rapidement à un coût faible. Donc les bouteilles d'eau plastiques qui sont à des coûts défiant toute concurrence, en tout cas par rapport au verre. Mais après, il y a peut-être des solutions, ça peut être aussi couplé. Par exemple, il y a l'entreprise Gobi qui fait ces gourdes qui étaient initialement en plastique, qui sont passées en verre maintenant. Après, ça peut être peut-être... ça peut aussi amener du coup des entreprises comme celle-ci à proposer des solutions qui seront du coup encore plus vertueuses. Donc on voit que c'est aussi un process assez long. Oui, complètement. Parce que c'est le biomimétisme, même si ça existe depuis longtemps, mais ça commence petit à petit à s'intégrer dans les entreprises. Mais finalement, j'ai l'impression que ça reste assez récent. En termes, ça se compte en nombre d'années, en dizaines d'années, j'imagine. Mais comme c'est des process longs à mettre en place dans les entreprises pour aboutir à des vraies solutions, et puis avec un contexte économique qui n'est pas le meilleur, qui est très 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 contraint, j'imagine que ça fait partie aussi des problématiques que tu rencontres. Et du coup, la patience est une qualité à cultiver. Peut-être un repère important, comme tu le mentionnais, donc le biomimétisme en France, il est, on va dire, arrivé. Alors, il y a toujours eu de la bio-inspiration, comme on l'évoquait au début, mais il y a eu un livre fondateur qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Janine Benius et qui a été traduit en 1997, si je ne dis pas de bêtises, en France. Et ça a commencé, on va dire, à intéresser des gens à partir de cette traduction de l'ouvrage. Et ça fait aujourd'hui une quinzaine d'années que quelques acteurs, on va dire, se sont fédérés autour de ce principe de biomimétisme, qui sont passés d'une petite poignée à maintenant des milliers de personnes, parce que effectivement, il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas entendu parler de biomimétisme, qui n'ont pas aussi testé des choses. Il y a aussi
des formations qui n'existaient pas avant. Autant des formations courtes de 5 jours de l'Institut des futurs souhaitables, par exemple, qui est une excellente formation pour commencer, jusqu'à des formations d'1 an et demi comme celle de l'ENSI ou du Master Bio-Inspired Materials de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour sur la conception de matériaux bio-inspirés. Donc on commence à voir des choses qui se structurent sur le plan de la recherche académique, sur le plan de la formation, sur le plan de l'industrie. Et donc depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé des choses, mais effectivement on est sur voilà, un développement lent mais sûr des choses, avec un ancrage aussi sur le territoire, dans les institutions par exemple, et tout ça, ça prend du temps. Ça me fait penser au métier de designer aussi. Oui, complètement. Qui a mis du temps avant d'être présent. Alors après, le moteur, bien souvent, c'est un super outil pour le marketing, le design. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que les entreprises s'en sont emparées, mais on voit aussi les entreprises se rendent compte que le design peut apporter aussi d'autres choses qui sont au-delà même de pouvoir de vendre à tout prix, mais aussi d'amener une meilleure qualité aussi de perception des produits des entreprises, mais qualité aussi d'usage, en lien avec les fonctionnalités. Donc voilà, j'imagine que Biomimétisme prend cette voie-là aussi. Complètement. Et il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, le biomimétisme était un sujet qui était très orienté autour des matériaux. Après, on l'a vu arriver dans les produits et les services. Et maintenant, en fait, on le voit aussi parce que, en fait, on a déjà, en fait, on arrive plus facilement à interfacer des disciplines différentes, ce qui était moins le cas avant. Avant, on était toujours dans des approches très cloisonnées, donc ça rendait difficile l'interfaçage des disciplines. On donne aussi aux concepteurs maintenant des nouveaux outils qui sont vachement plus abordables pour aller voir le vivant à d'autres échelles. Donc là où avant un designer était capable de voir les formes du vivant, ce qu'il avait en face de lui, aujourd'hui il peut voir le tout petit comme le très grand. Donc ça change aussi la perception que l'on en a à la compréhension du vivant, et donc ça change la manière qu'on a aussi de s'en inspirer pour concevoir à différentes échelles. Donc ça fait partie des choses qui ont révolutionné un petit peu le design bio-inspiré, on va dire, passer de la simple inspiration de forme à des choses même beaucoup plus soit nano, soit systémiques. Et puis, on va vers des choses qui sont de plus en plus complexes. Vous vous souvenez du grand chapeau, on va dire, au niveau des villes, territoires et formes d'organisation. Aujourd'hui, il y a aussi des groupes qui travaillent sur tout ce qui est biomimétisme territorial, qui consiste à repenser les activités humaines sur un territoire donné en s'inspirant de vivant. Et ça, c'est aussi quelque chose de super intéressant parce que avant, on avait peu d'outils qui nous permettaient de gérer en fait, des projets aussi complexes, parce que dedans, on va parler de flux de matière, flux d'énergie, flux d'information. Ça va mobiliser des dizaines d'acteurs différents, des acteurs justement de l'eau, des politiques, des citoyens. Et donc, plus on arrive à avoir des outils complexes qui nous amènent à gérer la complexité, moins de barrières il y a entre les disciplines, plus on peut aborder des projets à plus grande échelle et sur des temps beaucoup plus longs aussi. Donc ce qu'on voyait au début, le biomimétisme à une petite échelle, maintenant on commence aussi à travailler d'échelles beaucoup plus complexes et systémiques. Je ne dis pas que concevoir des matériaux inspirés, ce n'est pas complexe, au contraire, mais c'est encore une autre échelle. Mais voilà, donc pour moi c'est la grande nouveauté aussi, c'est que ce qui prend du temps, c'est de comprendre le potentiel de l'approche à chacune de ces échelles, jusqu'à une échelle de la pensée du territoire, de la forme d'organisation, et chacune d'entre elles est extrêmement complémentaire, et donc voilà, ça permet de penser les projets un peu différemment et de vraiment exploiter son plein potentiel. J'ai l'impression qui est très récent. C'est comme si on pourrait penser que c'est une sorte de retour en arrière, c'est se rapprocher plus de la nature, être plus en connexion avec le vivant, ce qu'on faisait, ce qui était naturel avant, puisqu'on n'avait quelque part pas le choix. Mais là, comme on se rend compte on prend conscience de notre impact sur l'environnement et de l'incidence que nous avons sur le vivant, du coup, là, j'ai l'impression qu'on vient vers quelque chose, on va revenir sur une proximité avec le vivant. Biomimétisme, du coup, est un des outils qui permet de s'interfacer mieux avec le vivant, mais avec peut-être des outils, peut-être garder... la technologie, ça reste quand même l'humain à développer des techniques, des technologies. À mon avis, ça m'étonnerait qu'on les lâche comme ça. On en a besoin aussi quand même pour développer plus de confort globalement, pour vivre mieux sur Terre. Voilà, cette impression, en fait, on pourrait croire que c'est un retour en arrière, mais pas du tout. Mais pas du tout. Voilà, c'est une évolution. Mais ce que tu dis aussi qui est important, c'est qu'effectivement, quelque part,
on prône une reconnexion au vivant à travers cette approche-là. Et en fait, les espèces qui vont nous inspirer des innovations, quelque part, travailler là-dessus va nous permettre, et c'est l'objectif final finalement, de participer à leur propre préservation. Et c'est ça qui est aussi assez beau, c'est qu'on va de la nature vers la nature, quelque part. Donc on la prend comme modèle pour s'y reconnecter. Et en ça, et sans retour en arrière, parce qu'effectivement, derrière, on va intégrer les notions de confort, de bien vivre dans son milieu, de relation à notre environnement. Et toutes ces questions qu'on ne se posait pas forcément avant, elles sont là aujourd'hui, on ne peut pas les éluder. Donc, en les prenant en compte au travers de cette approche-là, on a une sorte de forme de... on continue à aller on va vers le mieux, mais par la reconnexion au vivant. Alors, il y a aussi une application en plus du territoire, qui est un domaine sur lequel je travaille dans le cadre du développement local, dans tout ce qui est organisation. On va plus loin que la RSE depuis un moment. Et puis sur l'architecture. Oui. Et puis il y a une approche qui se veut aller plus loin que l'utilisation du biomimétisme pour de l'industrie, qui est une approche symbiotique qu'on retrouve aussi dans l'économie avec Isabelle Delannoy. Mais là, le symbiodesign, c'est avec Nicolas Anderson, qui est lui-même issu de formation en biologie et autres. Et voilà, donc je voulais juste, c'est pas pour amener ma fraise, mais pour ouvrir des portes à celles et ceux qui ne le savent pas, qu'on peut aller encore sur d'autres domaines que ceux que vous avez cités. C'est ce que j'évoquais au début, c'est de dire qu'effectivement, donc, le vivant peut s'en inspirer de l'échelle nano à l'échelle macro en passant par l'échelle écosystémique, mais ça peut nous inspirer justement des innovations plus soutenables de l'échelle des matériaux, produits, services, habitat, donc avec l'architecture, qui est un champ dans lequel en fait, les recherches en bioinspiration ou biomimétisme aussi sont bien évidemment très présentes. On a des écoles aussi qui explorent la question. À Paris-la-Villette, par exemple, il y a des jolies choses qui sont portées, mais à l'international, il y a énormément de recherches sur l'habitat bioinspiré, les façades, les enveloppes de bâtiments, etc. Et après, bien évidemment, sur tout ce qui est plus systémique et les formes d'organisation qu'on évoquait. Pour moi, là, c'est encore émergent dans le sens où il y a peu de preuves de concept, mais ça arrive. Et d'ailleurs, il y a Paul Boulanger qui a sorti un super livre qui parle sur les formes d'organisation bio-inspirées notamment, à découvrir. Mais pour moi, la prochaine révolution, là, clairement, elle sera ici. Ok, c'est la dernière. Voilà, c'est la dernière question auquel nous allons répondre. Et après, on clôturera cette conférence. J'ai du mal à me positionner entre le biomimétisme et le design régénératif. Et je voulais savoir votre avis, du coup, sur ça. Alors, c'est pour moi le design régénératif, donc régénérer les milieux de vie, c'est un objectif vers lequel on peut tendre. Et le biomimétisme, c'est une manière d'y aller. C'est pas la même chose. C'est difficilement comparable dans le sens où le biomimétisme, on est vraiment sur une approche qui est basée sur une méthodologie, des outils et un ensemble de disciplines qui vont travailler à ces principes-là. Donc, on travaille à minima sur l'abaissement de l'empreinte environnementale que l'on peut avoir. Et si l'on peut tendre vers la régénération, c'est encore vachement mieux, bien sûr. Mais c'est très difficile encore aujourd'hui. Et encore faut-il prouver que ça fonctionne parce qu'on n'a pas encore les outils pour pouvoir mesurer la régénération des milieux grâce à des innovations qu'on pourrait développer. Donc, c'est le design régénératif. Moi, je crois en ça, mais en même temps, je suis très méfiant aussi des projets qui se revendiquent de l'approche parce que c'est souvent difficile à prouver. Et j'ai vu aussi beaucoup de projets qui faisaient passer en fait des projets ou du design basés sur du biosourcé comme du régénératif, alors que ça ne l'est pas en fait quelque part. Donc voilà, je pense que c'est un champ qui est naissant. Aujourd'hui, il y a encore plein de choses, du bon et du mauvais dedans. Il n'y a pas encore les outils pour pouvoir mesurer justement la performance de cette régénération. Et ce qui fait que ça entretient le flou possible et beaucoup de gens s'y engouffrent. Donc à terme, moi, j'y crois profondément parce qu'il faut tendre vers ça, mais il y a encore tout à faire. Et encore une fois, c'est deux choses différentes. Il y en a un qui est de l'ordre de la démarche et de l'approche, et l'autre qui est de l'ordre du résultat.
Très bien. Eh bien, merci à tous en tout cas d'être venus en direct et en ligne. Bravo Liliane. Merci pour cette conférence. Voilà, c'était hyper intéressant. Et puis on se retrouve de toute façon dans une nouvelle aventure qui s'appelle Bioénergie, sur laquelle on travaille depuis quelques temps. Et j'espère qu'on pourra vous montrer des choses en premier semestre 2026. Donc on espère que vous serez là. Merci Liliane. Merci. Au revoir.